Je m'appelle Camille Dubois, 35 ans, et je suis directrice marketing à Lyon, en France. Ma vie, je l'ai bâtie de zéro. Ce jour-là, pendant une réunion tendue au travail, mon téléphone a vibré sur la table, me déconcentrant. Un SMS de ma sœur est apparu à l'écran, envoie-moi 2800 € pour mon bal de promo. Je me suis figée, la mâchoire serrée. 2800 € pour une robe et une soirée. J'ai répondu en tapant, gagne-le toi-même. Quelques minutes plus tard, la réponse de mes parents m'est tombée dessus comme une gifle, paix où tu n'appartiens plus à cette famille. Mon cœur s'est emballé. Pendant des années, je leur avais envoyé de l'argent, pensant que c'était uniquement pour des urgences ou des besoins pressants. Mais là, c'était une exigence, financer le bal de promo de ma sœur ou être renié. La colère m'a envahi, mêlée à quelque chose de plus vif, la douloureuse prise de conscience qu'ils m'avaient peut-être prise pour acquise bien plus longtemps que je n'avais jamais voulu l'admettre. Cette nuit-là, après des heures à faire les 100 pas et à repenser à leurs mots, j'ai pris une décision. Mes doigts ont hésité, puis ont appuyé sur annuler, annuler, annuler tout. Dès 8h30 le lendemain matin, tout mon monde avait basculé. Et peu après, j'ai découvert une vérité si choquante que vous ne la croirez pas. Si vous avez déjà fait face à une telle pression familiale, partagez votre expérience dans les commentaires. J'aimerais savoir comment vous l'avez gérée. Et restez à l'écoute, car d'autres histoires vraies comme la mienne arrivent. Pour comprendre pourquoi le message de ma sœur m'a choqué, il faut connaître ma famille. J'ai construit ma vie à partir de rien. Pas d'aide, pas de raccourci. En grandissant, j'ai vite compris que le travail acharné était ma seule issue. Mes parents ne l'ont jamais vu de cette façon. Ma mère et mon père ont tout investi dans ma sœur, leur enfant chéri, la petite dernière de la famille. J'avais 17 ans quand elle est née, je me débrouillais déjà seule, travaillant à temps partiel pendant qu'ils la couvraient de toutes les attentions. Ma mère, toujours la décisionnaire, et mon père, son silencieux soutien, vivaient au-dessus de leurs moyens. Ils achetaient à ma sœur des vêtements de marque, organisaient des fêtes d'anniversaire somptueuses, finançaient même ses week-ends entre amis malgré leurs finances fragiles. Leur maison en banlieue de Lyon était un gouffre financier constant, toujours en besoin de réparation qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Pendant ce temps, je travaillais dur à l'université, jonglant avec 2 emplois, déterminé à réussir par moi-même. À 25 ans, j'ai décroché mon premier poste en marketing. À 30 ans, je gérais des campagnes pour des clients majeurs, vivant confortablement seul, sans attache. Mes parents me voyaient comme leur filet de sécurité. Il y a 4 ans, j'ai créé un compte familial commun pour les aider à couvrir les factures, les charges, les courses, les dépenses de base. Je pensais faire ce qu'il fallait, soulager leur stress. J'étais trop occupée pour le surveiller de près, supposant qu'il l'utiliserait de manière responsable. Ma sœur, cependant, a grandi en s'attendant à tout sur un plateau d'argent. À 18 ans, elle était accro au luxe, robe à 500 €, dîner à 200 €, etc. Mes parents l'ont encouragée, épuisant leurs économies pour la garder heureuse. Je n'avais pas réalisé à quel point cela allait loin jusqu'à présent. Je me suis toujours sentie comme une étrangère, celle qui devait faire ses preuves pendant que ma sœur avait un passe-droit. Ma mère disait, elle est jeune. Laisse-la profiter de la vie. Mon père se contentait de hocher la tête. J'ai baissé la tête, construit ma carrière et envoyé de l'argent quand il le demandait. Mais ce compte que j'avais créé, c'était ma plus grande erreur. Je leur faisais confiance. Je pensais qu'ils en avaient besoin pour des nécessités. En y repensant, je vois les signes, de nouveaux bijoux sur ma sœur. Les excuses vagues de ma mère concernant des dépenses imprévues. J'aurais dû m'interroger plus tôt. Toute ma vie, j'ai été la personne responsable, celle qui a réparé leurs erreurs. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'est moi qu'ils attaquent quand je dis non. En grandissant, j'entendais la voix de ma mère, sèche et méprisante, chaque fois que je demandais de l'aide. Débrouille-toi, Camille. Mais pour ma sœur, il laissait tout tomber. Je me souviens de son 10e anniversaire, 2000 € dépensés pour une fête sur le thème des princesses alors que je travaillais le week-end pour payer mes manuels scolaires. Mon père a dit un jour, elle est notre 2e chance de bien faire les choses. Cela m'a piqué, mais je l'ai ravalé, j'ai continué à avancer.
Les exigences de ma sœur sont devenues plus audacieuses chaque année. Nouveau téléphone, billets de concert, virée shopping. Mes parents n'ont jamais sourcillé, même quand leur compte bancaire était dans le rouge. Je pensais aider en créant ce compte, mais j'étais aveugle à la façon dont ils l'utilisaient. J'ai passé des années à prouver que je n'avais pas besoin d'eux, à construire une vie dont je suis fière. Ma sœur, elle, n'a jamais eu à lever le petit doigt. Mes parents s'en sont assurés, quel qu'en soit le coût. Et moi, je suis celle qu'ils s'attendent à payer la note. Ce jour-là, je travaillais quand mon téléphone a commencé à vibrer sans arrêt. Le SMS de ma sœur m'a fixé depuis l'écran, j'ai besoin de 2800 € pour le bal de promo. Envoie-le maintenant. Mon sang a bouilli. 2800 € pour une soirée de lycée. Pour une robe qu'elle ne porterait qu'une fois et une limousine pour se montrer, j'ai répondu, les doigts tremblants d'irritation, pas question. Trouve un travail et gagne-le toi-même. J'ai envoyé, m'attendant à ce qu'elle boude. Peut-être à ce qu'elle envoie une réponse géniarde. Au lieu de cela, mon téléphone a sonné quelques secondes plus tard. Sa voix était perçante, dégoulinante d'un sentiment de droit. Tu es tellement égoïste, Camille. Ce n'est qu'un bal de promo. Pourquoi ne peux-tu pas m'aider? J'ai serré le téléphone plus fort, me forçant à rester calme. Tu as 18 ans, j'ai dit. Beaucoup d'enfants travaillent à temps partiel pour le bal de promo. Et c'est. Elle a ricané, son ton venimeux. Tu ne comprends pas. Je le mérite. Avant que je puisse répondre, elle a raccroché, me laissant fixer un écran vide, l'estomac noué. Le mériter. Depuis quand méritait-elle mon argent? J'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit ne cessait de rejouer ces mots. J'avais passé des années à prouver que je pouvais me débrouiller seule pendant qu'on lui donnait tout. L'injustice piquait, un rappel cinglant de chaque fois que mes parents l'avaient choisi plutôt que moi. Je me suis souvenu d'avoir supplié pour 50 € pour un voyage scolaire à 16 ans, seulement pour entendre ma mère répliquer sèchement, « Nous ne pouvons pas nous le permettre ». Pourtant, ma sœur obtenait 200 € pour des billets de concert sans sourciller. À midi, j'ai entendu sa voix à nouveau, cette fois via un message vocal qu'elle n'avait pas voulu envoyer. « Maman, papa, Camille est impossible » a-t-elle gémi. « Dites-lui de payer. » Je me suis figée, l'imaginant faire les 100 pas dans leur salon de banlieue, jouant la victime comme toujours. Quelques minutes plus tard, le SMS de ma mère est arrivé comme un coup de couteau. Paie pour le bal de promo de ta sœur ou ne te considère plus comme faisant partie de cette famille. Le message de mon père a suivi, court et glacial. Fais ce qu'il faut, Camille. Mes mains tremblaient en le relisant. Le bien? Je leur avais envoyé des milliers d'euros au fil des ans. 1000 € pour leur hypothèque, 2000 € pour des urgences, d'innombrables petites sommes pour couvrir leurs factures. Et maintenant, ils menaçaient de me renier pour une robe de bal de promo. Ma poitrine s'est serrée, un mélange de colère et de trahison. Il ne s'agissait pas seulement du bal de promo. Quelque chose n'allait pas, et je le sentais au plus profond de moi. J'ai rappelé ma sœur, espérant des éclaircissements. Qu'est-ce qui se passe avec le compte familial, ai-je demandé, ma voix ferme malgré la rage qui bouillonnait en moi. Sa réponse était évasive, son ton sec. Je ne sais pas. Demande à maman et papa, a-t-elle claqué. Pourquoi es-tu toujours si méfiante? J'ai insisté. 5000 € viennent de disparaître. Tu sais quelque chose à ce sujet? Elle a ri, un son froid et méprisant. Tu réagis de manière excessive. Ce n'est probablement rien. Puis elle a raccroché, me laissant bouillir de rage. Son refus de répondre n'a fait qu'aiguiser mes soupçons. Elle ne se défilait pas seulement. Elle cachait quelque chose. Je ne pouvais pas rester immobile. J'avais besoin de réponses, et je savais que je ne pouvais pas faire confiance à ma famille pour me les donner. C'est à ce moment-là que j'ai contacté Sophie Moreau, mon amie avocate qui travaillait dans le même couloir que moi dans mon cabinet de marketing. Je lui ai envoyé un SMS, « Pouvons-nous parler? C'est urgent. » Elle a répondu en quelques minutes, suggérant que nous nous rencontrions à son bureau ce soir-là. À 18h30, j'étais assise en face de Sophie, son bureau rempli de dossiers juridiques.
J'ai expliqué l'alerte bancaire, les dérobades de ma sœur et les menaces de mes parents. Quelque chose ne va pas avec le compte familial, ai-je dit, ma voix tendue par la frustration. J'ai besoin de savoir ce qu'ils en font. Sophie a hoché la tête, son expression calme mais concentrée. Commençons par récupérer les relevés de compte, a-t-elle dit, ouvrant son ordinateur portable. Elle s'est connectée au portail de la banque avec les identifiants que je lui avais fournis. Ses doigts bougeaient rapidement. En quelques minutes, elle a trouvé une trace de transaction que je n'avais pas vue depuis des années. Il y a plusieurs retraits importants, a-t-elle dit, les sourcils froncés. Certains à des créanciers, d'autres à des comptes de détaillants. Je me suis penchée en avant, l'estomac noué. Des créanciers, des détaillants? Quel genre de détaillants, ai-je demandé. Sophie a fait défiler les relevés. Des magasins haut de gamme, des boutiques, des bijoux, même une agence de voyage. Mon esprit s'est emballé. Il ne s'agissait pas de factures de services publics ou d'épicerie. Sophie a continué à fouiller, affichant les relevés de l'année précédente. Il semble que vos parents aient utilisé le compte pour rembourser des dettes, a-t-elle dit. Des cartes de crédit, un prêt automobile, même un deuxième prêt immobilier. Une vague de trahison m'a envahi. Des dettes. Ils n'avaient jamais mentionné de deuxième prêt immobilier. Je me suis souvenu de leurs appels, toujours à demander un peu d'aide pour couvrir des coûts imprévus. J'avais envoyé de l'argent sans poser de questions, pensant que je les aidais à garder la tête hors de l'eau. Maintenant, je voyais la vérité. Ils avaient vidé le compte pour soutenir leur style de vie. Puis Sophie a montré un autre ensemble de transactions. Ceux-ci sont plus petits mais réguliers, a-t-elle dit. Des paiements à des magasins de vêtements, des restaurants, même un organisateur de bals de promo. Un organisateur de bals de promo. La demande de 2800 € de ma sœur a traversé mon esprit. Il finançait ses dépenses, ai-je dit, ma voix à peine audible. Sophie a hoché la tête. Il semble que vos parents aient utilisé votre argent pour couvrir leurs dettes et donner à votre sœur tout ce qu'elle voulait. Je me suis assise, stupéfaite. Toutes ces années, je pensais aider avec des nécessités. Au lieu de cela, j'avais financé leurs mensonges. J'ai quitté le bureau de Sophie avec un sentiment de malaise. Mes parents ne me faisaient pas seulement pression pour l'argent du bal de promo. Ils cachaient un schéma de tromperie. J'avais besoin de plus de preuves. Mais une chose était claire. Je ne pouvais pas laisser cela continuer. Le lendemain, je suis retournée au bureau de Sophie. La pièce était faiblement éclairée, son bureau était empilé de dossiers, mais le regard de Sophie restait vif comme un rasoir. Elle m'a poussé une pile de documents, son expression sombre. Ce sont les relevés bancaires, a-t-elle dit. Ça ne va pas vous plaire. Mon estomac s'est tordu en parcourant la première page. En 4 ans, 100 000 € avaient été retirés du compte familial commun, mon argent siphonné sans un mot. Un coup de poignard de trahison m'a frappé. Je leur avais fait confiance, j'avais cru que j'aidais à leurs difficultés. Au lieu de cela, ils m'avaient saigné à blanc. Sophie a montré les journaux de transactions. Vos parents ont effectué des dizaines de virements importants, a-t-elle dit, feuilletant les pages. Certains sont allés à des sociétés de cartes de crédit, d'autres à un prêt automobile, même un deuxième prêt immobilier qu'ils n'ont jamais mentionné. J'ai senti ma gorge se serrer. Un deuxième prêt immobilier. Ils avaient toujours dit que la maison était presque payée. Puis elle m'a montré une autre section, des retraits plus petits, mais constants, vers des boutiques, des bijouteries et une agence de voyage pour les voyages de ma sœur. Des dépenses de bals de promo aussi, a ajouté Sophie, entourant un paiement de 3 000 € à un organisateur d'événements haut de gamme. La demande de 2800 € de ma sœur a soudainement pris tout son sens, elle avait été élevée à s'attendre à ce que mon argent soit le sien. Je me suis penchée en arrière, l'esprit embrouillé. Chaque appel de ma mère, chaque supplication pour un peu d'aide m'a traversé l'esprit. J'avais envoyé des milliers d'euros en pensant que c'était pour des nécessités, des courses, des charges, leur survie. Maintenant, je voyais la vérité. Ils m'avaient utilisé pour financer leurs dettes et le style de vie somptueux de ma sœur. Comment ont-ils pu faire ça, ai-je murmuré plus à moi-même qu'à Sophie. Elle a secoué la tête. Les gens justifient n'importe quoi quand ils sont désespérés.
Ces mots piquaient, mais ils étaient vrais. Je savais ce que je devais faire. Le lendemain matin, mercredi, j'ai appelé la banque et je leur ai demandé de clôturer le compte commun. Cela a pris 10 minutes, mais chaque étape était comme couper une chaîne. J'avais passé des années à me lier à leurs problèmes, et maintenant c'était fini. Le compte bloqué, j'ai rédigé un email à mes parents et à ma sœur, le gardant court et froid. Le compte commun est fermé. Je suis au courant des 100 000 euros. Plus d'argent. J'ai envoyé, mes mains fermes, mais ma poitrine lourde. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de confiance, et il l'avait brisée. En quelques heures, mon téléphone a explosé. Ma sœur a appelé en premier, sa voix mêlant panique et rage. « Tu ne peux pas faire ça » a-t-elle crié. « Nous avons besoin de ce compte. » Je suis restée calme, bien que mon pouce accélérât. « Besoin de quoi ? D'autres robes de marque, ai-je demandé. Elle a balbutié, puis a hurlé, « Tu déchires cette famille », et a raccroché. Le message de ma mère est arrivé ensuite, un mur de mots. « Comment oses-tu nous accuser ? Nous avions besoin de cet argent pour survivre. » Survivre avec des voyages de luxe et des organisateurs de bals de promo ? Le message de mon père était plus court, mais non moins désespéré. « Camille, pense à ce que tu nous fais. » Je n'ai pas répondu. Leurs excuses sonnaient creux. J'ai appelé Sophie pour la tenir au courant. Il panique, ai-je dit, ma voix tremblante d'un mélange de colère et de soulagement. Elle n'a pas été surprise. Ils ont peur parce que leur filet de sécurité a disparu, a-t-elle dit. Vous avez fait ce qu'il fallait. Je n'en étais pas si sûre. Fermer le compte ressemblait à une liberté, mais aussi à la perte de la famille que j'avais passé des années à essayer de maintenir ensemble. Leurs mensonges avaient tout changé, et je n'étais pas sûre de ce qui allait suivre. Une semaine plus tard, j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents en banlieue de Lyon. Mes mains serraient le volant, un dossier de documents bancaires posé à côté de moi. Le poids de ce que j'étais sur le point de faire pesait sur ma poitrine. J'avais passé des jours à me préparer, à rejouer les découvertes de Sophie, 100 000 euros retirés du compte commun en 4 ans, une partie d'un désordre plus vaste, 500 000 euros de dettes que mes parents avaient accumulées. Aujourd'hui, je les affronterais et mettrais tout à nu. Plus de mensonges. Je suis entrée dans leur salon, l'air lourd de tension. Ma mère était assise sur le canapé, les yeux déjà plissés. Mon père se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage illisible. Ma sœur était avachie dans un fauteuil, fixant son téléphone, évitant mon regard. Je n'ai pas perdu de temps. Je sais tout, ai-je dit, posant le dossier sur la table basse. Le compte que j'ai créé pour vous aider ? Vous avez pris 100 000 euros et vous êtes noyé dans un demi-million d'euros de dettes. J'ai étalé les documents, relevés bancaires, journaux de transactions, preuves de leurs dépenses. Des paiements par carte de crédit, un prêt automobile, un deuxième prêt hypothécaire qu'ils avaient caché, et pire, des milliers d'euros détournés pour les vêtements de marque et les voyages de ma sœur. Le visage de ma mère s'est froissé, mais pas de culpabilité. « Comment as-tu pu fouiller dans nos affaires privées ?» a-t-elle claqué, sa voix tremblante. « C'est la famille. » J'ai ressenti une vague de fureur. La famille ? Je leur avais tout donné et ils m'avaient utilisé. Vous m'avez menti, ai-je dit, ma voix ferme malgré la douleur. Vous avez dit que c'était pour les factures, pour la survie. Au lieu de cela, vous avez financé son style de vie. J'ai désigné ma sœur qui ne levait toujours pas les yeux. Mon père s'est avancé, son ton sec. Tu ne comprends pas, Camille. Nous n'avions pas le choix. Les dettes s'accumulent. Tu étais censé nous aider. Je l'ai regardée, stupéfaite. Censé aider ? J'ai envoyé des milliers d'euros chaque année, ai-je dit. Et vous l'avez dépensé pour des choses que vous ne pouviez pas vous permettre. Ma mère a interrompu, des larmes coulant maintenant. Tu es tellement égoïste. Nous avons fait ça pour elle, pour l'avenir de ta sœur. J'ai jeté un coup d'œil à ma sœur, m'attendant à une défense, à des excuses. Elle est restée silencieuse, le visage vide, laissant nos parents mener sa bataille. Ce silence m'a blessée plus profondément que leurs mots. Elle n'était pas seulement complice, elle s'estimait en droit de tout.
La voix de mon père est devenue plus forte. Tu ne peux pas nous abandonner, a-t-il dit, les yeux flamboyants. Nous sommes ta famille. Tu nous dois. L'audace me brûlait la gorge. Je ne vous dois rien, ai-je dit, ma voix montant. J'ai fermé le compte. Plus d'argent. Vous êtes livré à vous-même. Ma mère a haleté, se serrant la poitrine comme si je l'avais frappée. Tu nous abandonnes, a-t-elle pleuré. Ma sœur a enfin levé les yeux, ses yeux brillants de panique, mais elle n'a rien dit. J'ai soutenu leur regard, refusant de céder. Vous m'avez abandonné en premier, ai-je dit. Vous avez abusé de ma confiance, de mes économies pendant des années. La pièce a éclaté. Ma mère a crié à propos de la loyauté. Mon père m'a accusé de trahison et ma sœur est restée assise, muette, comme si rien de tout cela n'était de sa faute. J'ai ramassé les documents, mes mains tremblant de rage et de soulagement. J'ai fini, ai-je dit, me dirigeant vers la porte. Leur voix me suivait, un cœur de colère et de désespoir, mais je ne me suis pas retournée. Je leur avais donné une chance de s'expliquer, et tout ce que j'ai eu, c'est des reproches. C'était la fin de leur emprise sur moi. Après la réunion, je suis rentrée chez moi et j'ai pris ma décision finale. Le poids de la trahison de ma famille pesait lourd, mais je savais ce que je devais faire. J'avais déjà fermé le compte commun, mais ce n'était pas suffisant. J'ai ouvert mon téléphone, bloqué les numéros de mes parents et filtré leurs emails vers les spams. Le numéro de ma sœur a suivi. Chaque appui était comme couper un fil auquel je m'étais attachée pendant des années. Cela faisait mal, mais cela apportait aussi une force tranquille. J'avais fini d'être leur béquille financière. Des mois ont passé et la nouvelle m'est parvenue par une cousine éloignée. Mes parents avaient déposé le bilan. Les 500 000 € de dette, carte de crédit, prêt, ce deuxième prêt hypothécaire caché, les avaient écrasés. Leur maison en banlieue de Lyon, celle qu'ils avaient juré être presque payée, avait disparu. J'ai imaginé des déménageurs emportant leurs meubles. Ma mère pleurant, mon père regardant fixement. Une partie de moi souffrait pour eux, mais une autre ne ressentait rien. Ils avaient créé ce désordre en utilisant mon argent pour retarder l'inévitable. Je leur avais donné des chances, et ils les avaient gâchées. Ma sœur a fait face à son propre jugement. Sans les aides de mes parents, elle a dû grandir vite. La cousine a mentionné qu'elle avait pris un emploi à temps partiel dans un magasin de vêtements, pliant des chemises et encaissant les clients. Je l'ai imaginée derrière un comptoir, forcée de gagner ce qu'elle m'avait autrefois exigé. La fille qui pensait que 2 robes de bal de promo à 800 € étaient son droit apprenait à se débrouiller seule. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste un soulagement doux amer. Peut-être comprendrait-elle un jour ce que j'avais essayé de lui apprendre. Quant à moi, j'ai trouvé une nouvelle forme de paix. Les appels constants, les culpabilisations, les exigences, ils avaient disparu. Je me suis concentrée sur ma vie, ma carrière, mes économies. J'ai commencé à voir un thérapeute pour déballer les années de manipulation, pour reconstruire la confiance que ma famille avait érodée. Fixer des limites n'était pas facile. Cela signifiait abandonner l'espoir qu'il changerait, qu'il me verrait comme plus qu'un compte bancaire. Mais cela signifiait aussi la liberté. J'ai appris à dire non pour protéger mon propre avenir, pour ne plus laisser leur chaos me définir. Avec le recul, toute cette épreuve m'a appris quelque chose de vital. La famille ne signifie pas obligation. L'amour ne devrait pas avoir de prix. J'ai passé des années à penser que je devais les sauver, que leurs problèmes étaient les miens à résoudre. J'avais tort. Fixer des limites, reprendre le contrôle de mes finances et m'éloigner de la toxicité, voilà ce qui m'a sauvé. Si vous êtes là, pris dans un cycle similaire, sachez ceci, vous ne devez à personne votre sécurité. Protégez-vous d'abord. Ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. À tous ceux qui m'écoutent, merci d'avoir suivi mon histoire. Le chemin a été difficile, mais le partager m'aide à guérir. J'aimerais entendre vos expériences. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre famille? Laissez un commentaire ci-dessous et parlons-en. Si cela vous a touché, abonnez-vous et rejoignez-moi pour d'autres histoires vraies. Votre soutien compte énormément.